Monsieur le Président, vos paroles de foi européenne, si généreuses et amicales à l'égard de mon pays et à mon égard, m'ont profondément touché. Je vous en remercie de tout cœur. J'ai accueilli, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'invitation de cette Assemblée éminemment représentative de la tradition historique de la France et de son rôle dans le monde comme un honneur rendu à mon pays et à la fonction de président de la République que j'y exerce depuis bientôt 7 années. Un honneur peut être motivé aussi par mon long engagement, une grande partie de ma vie consacrée au service des institutions parlementaires. En même temps, je suis reconnaissant pour l'occasion qui m'est offerte dans le cadre de la visite d'État que j'accomplis aujourd'hui à l'invitation du président François Hollande d'adresser un message essentiel sur les relations entre l'Italie et la France, ainsi que sur notre mission commune pour l'avenir de l'Europe. Sans vouloir entrer dans les détails fascinants et complexes du premier thème, je voudrais simplement vous dire combien ces rapports ont fait récemment l'objet d'un intérêt renouvelé et d'une ultérieure mise au point en relation avec le processus d'avancement de l'unité d'Italie jusqu'au moment culminant représenté par la naissance, le 17 mars 1861, de notre État national. Les célébrations que nous avons consacrées en Italie au 150e anniversaire de cet événement ont pu se déployer sur un arc de plus de 10 ans au plus profond de notre pays, mais non sans écho à l'extérieur et en particulier en France. L'unification de l'État s'est accomplie tardivement et laborieusement en Italie, malgré l'ancienneté et la profondeur de l'idée et des racines culturelles et linguistiques de la nation italienne. Cet achèvement fut le résultat des apports générés d'avant-garde héroïque, de mobilisation et de combat, d'adhésion populaire, mais il fut aussi l'œuvre de savants tisserands politiques. Cette œuvre eut son centre et son guide à Turin, au cœur de l'initiative diplomatique et militaire du royaume de Sardaigne et de son gouvernement. Le comte de Cavour en fut l'artisan qui sut choisir comme axe de sa politique européenne l'alliance avec la France de Napoléon III. Nous savons bien que la recherche de cette entente avec l'empereur français ne fut pas linéaire, qu'elle connut des difficultés et des moments de crise. Mais avec la deuxième guerre d'indépendance, les batailles de Solferino et San Martino cimentèrent dans le sang une alliance que 100 ans plus tard, en 1959, le président de la République française, élu l'année précédente, le général de Gaulle, voulut à son tour commémorer. En visite en Italie pour les célébrations de notre premier centenaire, il évoqua le souvenir de cette alliance où se retrouvèrent côte à côte, je cite, les champions d'un principe grand comme la terre, celui du droit d'un peuple à disposer de lui-même lorsqu'il en a la volonté et la capacité. Fin de la citation. À distance d'un demi-siècle de ces batailles, lors des moments décisifs pour le sort de la Première Guerre mondiale, en juillet 1918, ce fut à l'Italie de défendre le sol français contre une très violente offensive des troupes allemandes, en laissant sur le sol 5000 morts, dont le cimetière italien de Bligny garde encore aujourd'hui la mémoire. Mais en pensant au second terrible conflit qui suivit et éclata au cœur de l'Europe, provoqué par le dessein hitlérien de destruction et de domination, je ne peux naturellement omettre le rappel douloureux de l'événement qui entacha l'histoire des relations entre nos deux pays. La décision de Mussolini en juin 1940, agression digne de brigands d'une France défaite.
selon les mots indignés du grand intellectuel antifasciste Benedetto Croce, qui les fit suivre de ces mots d'amour pour une France qui formait tellement une partie de notre vie, non seulement civile, mais aussi personnelle. Grâce à la résistance, à la guerre de libération conduite aux côtés des Alliés, l'honneur de l'Italie fut lavé de la honte de la guerre fasciste, s'achevant dans l'écroulement de la dictature et dans la défaite militaire. Avec la République et la Constitution, l'Italie ne refonda pas seulement sa liberté et son indépendance en se donnant des institutions et des règles démocratiques, mais elle fit aussi le choix d'une nouvelle orientation dans la perspective de l'unité européenne. En mars 1947, l'Assemblée constituante inséra dans notre charte fondamentale, à l'article 11, la prévision que l'Italie consente, je cite, dans des conditions de réciprocité avec les autres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les nations. Telle fut aussi l'approche fondamentale qui caractérisa le grand dessein d'une fédération européenne tracé par Robert Schuman dans la déclaration du 9 mai 1950 et dans son sillage, l'invention communautaire de Jean Monnet, traduite un an plus tard dans le traité instituant la communauté du charbon et de l'acier, première étape de la construction européenne. Le principe de la délégation de souveraineté marquait la différence par rapport à une simple et traditionnelle coopération au sein d'organismes internationaux. Il s'agissait, selon le mot de Monnet, de susciter entre les Européens le plus vaste intérêt commun géré par des institutions démocratiques communes auxquelles est déléguée la souveraineté nécessaire. Eh bien, de fait, c'est encore autour du même axe que l'on se confronte aujourd'hui sur les choix à accomplir pour renforcer l'unité et le rôle de l'Europe. Devons-nous aller de l'avant sur la voie de l'intégration dans l'esprit communautaire des origines ou remettre en question les objectifs déjà atteints, avant tout celui de l'euro et de l'unification monétaire, et nous replier sur des positions de défense anachroniques, d'intérêts et de prérogatives nationales, voire des positions de repli dictées par l'égoïsme ou par les illusions d'autosuffisance de certains États membres? La réponse ne peut faire aucun doute. Nous savons tous que le choix de l'intégration s'imposa dans les années 50 du siècle passé au leadership les plus clairvoyants des pays d'Europe occidentale comme une nécessité politique pour rompre avec le passé et les antagonismes nationaux destructeurs de la première moitié du XXe siècle, pour réconcilier dans la liberté et dans la paix la France et l'Allemagne avant tout. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il est devenu impératif d'avancer avec détermination vers une plus étroite intégration économique et politique. Et l'on ne peut s'y soustraire si l'on veut réaffirmer en termes nouveaux le rôle et l'avenir de notre continent dans un monde profondément modifié par le processus de globalisation et par le déplacement loin de l'Europe du barycentre du développement mondial et des relations internationales. Aucun des États de l'Union, aussi grand, riche et fort soit-il, ne peut seul conjurer le risque du déclin et de l'insignifiance. Ce qui doit nous unir est le nouveau sens de notre mission commune. Faire vivre en tant qu'Européens face à une mondialisation sans règles qui pourrait nous submerger notre identité, notre exemple d'intégration et d'unité, notre modèle de développement. En un mot, la particularité indéfectible de notre rapport au développement de la civilisation mondiale. Rassembler les forces d'une Europe enfin réunifiée dans la démocratie devient essentiel si nous voulons compter parmi ceux qui orientent la dynamique et fixent les règles de la globalisation. Engageons-nous ensemble
Appliquons-nous à plus de clarté contre les anciens comme les nouveaux malentendus et liés communs. Nous pouvons le faire en nous inspirant des mots de Lucien Febvre, qui au Collège de France, dans son cours des années 1944-45, sur le thème de la genèse d'une civilisation, la civilisation européenne, posa une question essentielle, encore aujourd'hui actuelle en ces termes, je cite, « L'unité européenne n'est pas l'uniformité. Dans l'histoire de l'Europe, le chapitre des dissemblances reste aussi important que celui des ressemblances. » Nous pouvons aussi le dire en évoquant les paroles du dernier discours d'un grand européiste, François Mitterrand, au Parlement de Strasbourg. Elles sont riches et diverses, les expressions de notre génie protéiforme, il disait. L'Europe des cultures, c'est l'Europe des nations contre celle des nationalismes. Un brillant protagoniste du débat actuel, Zygmunt Bauman, a écrit récemment « La maison européenne offre une espèce de toit commun pour les traditions, les valeurs, les multiples différences. Chacun de nos pays, pris singulièrement, risque beaucoup plus de perdre son identité spécifique s'il s'expose sans protection, sans le bouclier européen aux pressions globales. Renforçons-le donc, ce bouclier. Réagissons plus qu'on l'a fait au cours de ces dernières années dans tous nos pays contre les représentations faussées du projet européen. Nous avons besoin de plus d'unité et de plus d'intégration dans le respect des diversités qui constituent notre richesse. Plus d'unité et plus d'intégration, voyons comment. Avant tout, nous devons redonner vie et actualité à tout ce qui compose la vision de l'Europe dans laquelle nous nous reconnaissons. Certes, il nous faut renforcer et respecter les règles et les institutions communes, mais sans jamais délaisser cette composante intangible de la construction européenne que constitue le principe de solidarité. Au cours des dernières années, face à la crise de l'Europe, ce principe s'est peu à peu obscurci, mais il constitue partie intégrante d'une vision indivisible. Le renforcement des règles et des institutions communes est indispensable et à juste titre, la plus grande énergie y est consacrée. Je dirais même qu'on s'y applique à grand renfort de mesures et de formules exprimées parfois dans une langue d'initié qui met à rude épreuve la simplicité et une plus large compréhension. Dans cet esprit, il faut aussi compléter le projet encore inachevé de l'Union économique et monétaire. Le premier des deux termes a été couché sur le papier, mais il appelle un outillage plus riche et un arsenal plus efficace de décisions, d'où des décisions qui ont été prises à fur et à mesure par les institutions européennes et qui visent en particulier à une union budgétaire et une union bancaire. Un passage notable à cet égard s'est joué avec l'accord sui generis souscrit par 25 des 27 États membres, qui est maintenant soumis à ratification. J'observe à ce propos que nous ne pouvons qu'être conscients de l'indéniable nécessité de clarifier et de consolider dans un futur proche la physionomie juridique et constitutionnelle de l'Union nécessairement conduite à évoluer. Des thèmes cruciaux me semblent dignes d'intérêt en la matière. D'une part, celui des formes possibles de différenciation du processus d'union et d'intégration. Certes, ce thème n'est pas neuf. Il a fait à maintes reprises l'objet de débats à partir du moment où, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'on commença à réfléchir au rapport entre élargissement et approfondissement du projet communautaire. Plus récemment, il fallut statuer, au fur et à mesure que le nombre d'États membres augmentait, et prévoir la possibilité de coopération renforcée, dont le passage à la monnaie unique représenta en quelque sorte une véritable expérimentation. Mais la question des diversifications possibles dans le développement ultérieur du processus d'intégration
reste encore à explorer. Inutile de dire que cela n'a rien à voir avec l'opposition futile et fallacieuse entre une Europe du Nord ou Baltique et une Europe du Sud ou Méditerranée, la première proposée comme le dépôt des vertus et la seconde désignée comme l'enceinte des vices. Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, j'en viens maintenant au second thème crucial, celui d'un besoin de légitimation démocratique accrue dans le processus de décision européenne et dans la vie de l'Union. Plusieurs chapitres sont à ouvrir et à affronter. Commençons par celui que vous connaissez bien, Mesdames et Messieurs les députés, qui concerne l'intensité des rapports de collaboration entre Parlement européen et Parlements nationaux. Pour arriver à ce volet qu'il me semble possible de définir comme européanisation de notre politique, de nos partis politiques, et dont il serait louable d'inscrire les premiers signes dans les élections européennes de 2014. La crise de fonctionnement et de consensus qui a porté atteinte au projet européen, contre-coup significatif d'une crise financière et économique mondiale née en dehors de l'Europe, est sans aucun doute liée, comme je l'ai dit, à l'inachèvement du processus d'intégration en gestation dans le traité de Maastricht. À cette crise concourt tout autant une insuffisante participation des citoyens, toujours plus limitée et plus ardue, ainsi que l'abandon grave de la confiance réciproque et de la volonté politique commune. Mais sans nul doute, la crise de consensus qui nous afflige est aussi de façon notable le reflet de la crise du processus de développement et de progrès économique et social qui avait été assuré pendant des décennies par la communauté et l'Union européenne. Dans ce moment, nous sommes engagés à renforcer la soutenabilité financière de nos politiques de développement, à les libérer du poids d'endettement désormais intolérable, en corrigeant avec rigueur les erreurs politiques et les effets de comportements collectifs qui furent cause de graves distorsions. Mais également, nous devons sans tarder inaugurer et parcourir la voie d'une relance de la croissance et de l'emploi en Europe. Nous ne pouvons, à cet égard, justifier aucune tergiversation ou forme de résistance passive. Voilà la feuille de route sur laquelle, au lendemain des changements de nos situations politiques respectives, les positions des gouvernements de nos deux pays se sont fort heureusement croisées. Une rencontre qui n'est pas surprenante, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, car tout ce qui a rapproché l'Italie et la France, dont l'histoire, la culture, les relations humaines a conflué de la façon la plus éminente et limpide dans le creuset de la construction européenne. C'est dans ce creuset que se sont consumées les scories des événements dramatiques que chacun de nos deux pays et leurs relations réciproques ont traversées jusqu'en 1945. Et c'est de là qu'ont pu renaître, consolider et toujours plus partager ces valeurs de liberté, de dignité humaine, d'égalité et de tolérance issues des mouvements de pensée pionniers et des luttes populaires que l'histoire de la France et de l'Italie ont incarnées depuis le XVIIIe siècle. Ces valeurs sont devenues les principes de l'Union européenne. Sur cette base nouvelle d'union offerte par la Constitution européenne, l'Italie et la France, aux côtés de l'Allemagne et des autres pays fondateurs, ont œuvré longtemps et animé d'une profonde synergie. Et parmi les étapes les plus significatives de cet engagement commun, je voudrais mentionner le moment qui suivit l'approbation en 1984 par le Parlement européen du projet d'union promu par Altiero Spinelli. Ce fut un temps fort de compréhension réciproque et de dialogue entre l'idéateur du manifeste de Ventotene pour une Europe libre et unie et le président François Mitterrand. Cet arrière-pays partagé, cet engagement solidaire des États promoteurs du processus d'intégration européenne a couru le risque, au cours de ces dernières années, de se fissurer.
Les conséquences en auraient été fatales. Il faut retrouver, et je le dis avec confiance, le chemin d'une nouvelle et décisive convergence dans nos projets et nos positions. Chacun doit apporter son dû pour hisser hors de la crise l'Europe et l'idée d'unité européenne. L'Italie est en train d'assumer ses propres responsabilités, consciente des aspects critiques de son histoire et de la réalité du pays, mais forte, comme l'ont montré les célébrations du 150e anniversaire, du sentiment de fierté devant les progrès accomplis, bien loin des clichés faciles et négatifs sur la péninsule. Nous traçons et suivons actuellement, grâce à un vaste concours de forces politiques au Parlement, un parcours exigeant de redressement et de changement. Et en même temps, nous sollicitons et encourageons un tournant vers de nouvelles perspectives de croissance et de développement en Europe. Et c'est ici, comme je disais, que l'action de nos gouvernements, unis par une fructueuse collaboration, se rencontre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, une nouvelle phase dont les relations entre la France et l'Italie viennent de s'ouvrir. Il est de notre devoir d'œuvrer pour cultiver et faire germer cette précieuse semence, précieuse pour nous, précieuse pour l'Europe. Je vous remercie.